Salut! A priori, j'en ai pas terminé avec les concepts un peu ambitieux. Du coup, je vous embarque pour 5 livres, 5 formats, 5 jours. Donc l'idée, ça va être de lire ces 5 livres que j'ai sélectionnés, qui sont tous de formats différents. Donc j'ai un essai, de l'autofiction, de la poésie, des nouvelles et un roman de littérature contemporaine. Et du coup, je vais essayer de lire un livre par jour pendant 5 jours. Et je vous embarque avec moi, ça va être une version un peu vlog. On va voir si j'y arrive et on commence tout de suite. Hier, j'ai terminé ma lecture à 23h, du coup j'avais un peu la flemme de vous faire un retour, donc je le fais maintenant. C'était Eight Lives of a Century Old Trickster de Mirinne Lee. Il a été traduit en français sous le titre Les 8 vies d'une mangeuse de terre. Je vais vous mettre la couverture, je la trouve très sympa. Et en fait, on va suivre l'histoire d'une femme qui travaille dans une maison de retraite en Corée du Sud. Et en fait, elle a un jour l'idée de commencer à écrire les rubriques nécrologiques des résidents, mais avec les résidents, avant qu'ils ne meurent. Comme ça, ils ont un peu plus de contrôle sur le narratif, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, qui apparaissent dans cette rubrique. Et pour beaucoup, ça leur apporte un certain apaisement à l'idée de mourir. Et en fait, au cours de cette aventure, elle va rencontrer Mrs. Mook qui va lui raconter son histoire. Mrs. Mook, du coup, raconte une... Alors, le parti pris de l'autrice est vachement intéressant parce que l'histoire est racontée sous format donc de 8 vies différentes, mais elles sont pas forcément racontées en ordre chronologique. Et elles sont pas forcément toutes racontées non plus du point de vue de Mrs. Mook. Et donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus large et d'être moins banalement je vous raconte mon histoire. Et du coup, au cours de ces 8 vies, on va suivre du coup le périple de Mrs. Mo qui grandit dans une Corée du Sud ravagée par la Seconde Guerre mondiale, puis par la guerre de Corée, la guerre civile qui a séparé du coup la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et en fait, elle va raconter des choses qui sont très très dures, vous vous en doutez, vivre en temps de guerre, c'est pas ce qu'on souhaite, enfin c'est ce qu'on souhaite à personne, mais elle va notamment parler du cas des femmes de confort. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, le Japon a occupé la Corée, la Chine aussi, mais ils ont occupé la Corée. Et en fait, les femmes de confort, c'était des femmes coréennes qui étaient kidnappées, parquées dans des baraques. Et là, en fait, elles étaient là pour le plaisir des soldats japonais. Et ce sont des récits qui sont très très durs parce qu'il ne s'agit pas seulement de violences sexuelles, il y a aussi des violences psychologiques, des violences physiques. C'est de la torture, c'est de la mutilation, enfin c'est des choses qui sont... On a l'impression que c'est humainement impossible, mais non, il y a des récits qui en parlent. Voilà, on a des témoignages aujourd'hui, on a beaucoup de... La parole qui s'est un peu libérée là-dessus parce que pendant très longtemps ça a aussi été un tabou. Ces femmes étaient considérées comme des prostituées en fait et elles étaient mal vues dans leur propre pays alors qu'elles n'ont jamais eu le choix. Ça a commencé très jeune, elles étaient adolescentes, parfois préadolescentes. Enfin voilà, c'est très très dur. C'est très dur et ça ne crache pas uniquement sur les Japonais, ça crache aussi sur les soldats américains qui ont fait le même genre de choses, qui ont essayé d'être un peu plus discrets là-dessus, mais voilà. Et en fait, ça nous prouve à quel point aucune guerre n'est vraiment morale. Aucune guerre n'est... en ce qui concerne les vies civiles et les vies des femmes et des enfants, c'est toujours un drame. Et du coup, voilà, donc ça parle de ça. C'est un sujet qui est pas facile à aborder, c'est un sujet qui est pas facile à lire non plus, mais c'est fait d'une certaine manière. Et en fait, Mrs. Mook va réussir à survivre puisqu'elle raconte cette histoire. Et en fait, elle va survivre grâce à des petites choses, j'ai pas envie de trop vous dire parce qu'il faut les découvrir, et elle va notamment se retrouver espionne pour la Corée du Nord. Donc il y a cette partie-là aussi qui était assez intéressante de reparler de la Corée du Nord, la propagande qui peut y avoir lieu,
comment on essaye de s'en sortir quand on vit sous le joug de cette propagande. Enfin bref, il y avait pas mal de choses très intéressantes. C'est très rythmé, c'est très bien écrit. Il y a des passages un peu plus poétiques, il y a des passages assez durs, mais ça tombe jamais pour moi dans le voyeurisme. On est vraiment sur un récit que je trouve très bien équilibré, enfin vraiment très très bien. Et la fin est aussi assez chouette. Je trouve que ce qui était intéressant, c'est que l'autrice ne fait pas de ses personnages des gens tout à fait bien ou tout à fait mauvais. Ils ont leurs défauts et leurs qualités. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était une lecture vraiment sympa, malgré les thèmes. C'était quand même une bonne lecture, et du coup je vous le conseille, parce que si vous vous intéressez un petit peu à la Corée du Sud, ou si vous connaissez pas du tout, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. L'autrice, en plus, elle a une manière assez informative de parler de certains événements, parce que je pense qu'elle est consciente que son lectorat ne connaîtra pas forcément tout ce qui s'est passé, donc elle remet un peu les choses dans leur contexte. La seule chose qui m'a un peu déroutée, et en fait je l'ai compris à la fin, c'est qu'il y a certains moments où l'autrice se répète, mais genre vraiment exactement les mêmes phrases, exactement les mêmes procédés, et je me suis dit, bah mince, ça monte de relecture, et en fait non, c'est qu'à la base, la plupart de ces 8 vies étaient des nouvelles qui ont été publiées indépendamment les unes des autres, et en fait là elles ont été regroupées dans un roman plus large, et en fait je pense que cette répétition du coup a un sens dans le sens où si vous lisez les nouvelles les unes après les autres, enfin de manière séparée, vous n'avez pas tout le contexte, et du coup ces répétitions permettent d'avoir un contexte, alors que là quand on regroupe tout dans un seul récit, c'est vrai que moi je me suis dit elle essaie trop de nous prendre par la main, enfin j'avais compris, il n'y a pas moyen de... Enfin, il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter, mais je pense que c'est dû à ça, et ça aurait probablement été bien de faire peut-être une petite repasse à l'édition, mais c'est pas grave, ça n'enlève en aucun cas la qualité du texte, c'était vraiment une très bonne lecture, je suis très contente d'avoir commencé mon défi par celui-ci, et du coup je vais lire le prochain. Donc là, ce matin, j'ai rattrapé mon retard sur mon carnet de médias, j'ai fait mes ongles, et je vais commencer à lire Un lieu ensoleillé pour personnes sombres de Mariana Enriquez. Vous la connaissez, je vous en ai déjà énormément parlé. Je suis en train de me rendre compte que j'ai un bandeau, je déteste les bandeaux. Je vais enlever le bandeau. Hop! Donc je vous en ai déjà parlé, j'adore son travail. Notre part de nuit a été un immense coup de cœur dont je parle encore. J'ai beaucoup aimé aussi ses recueils de nouvelles et du coup je suis très très enthousiaste à l'idée de me replonger à nouveau dans son univers. Et en plus, pardon, mais cette couverture. Voilà, donc je démarre tout de suite. Du coup, j'ai terminé Un lieu ensoleillé pour personnes sombres de Mariana Enriquez, et ça a été traduit par Anne Plantagenet. C'est un recueil de 12 nouvelles qui ont toutes pour fil conducteur la présence de fantômes. Donc Mariana Enriquez, je vous en ai un tout petit peu parlé en introduction, c'est une autrice qui me plaît énormément. Elle écrit plutôt de l'horreur pour le coup, et j'avais adoré d'elle Notre part de nuit, qui est un énorme pavasse, très ésotérique, très... voilà, qui m'avait énormément plu, avec une réflexion sociale vachement intéressante sur l'Argentine, avec voilà, des sujets qui me parlaient énormément. J'avais beaucoup aimé aussi ces recueils de nouvelles, donc Ce que nous avons perdu dans le feu et Les dangers de fumer au lit. Je trouvais qu'il y avait cette même idée en fait d'écriture assez viscérale, assez plongée dans l'horreur, mais en même temps avec une portée sociale, avec beaucoup d'empathie, des héroïnes très fortes. Enfin, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Il n'y a que Notre part de nuit dans lequel les personnages principaux sont des hommes et un jeune garçon, mais il y a aussi des personnages féminins qui gravitent autour et que j'avais trouvé très inspirants. Bref, je suis pas là pour vous parler de le reste de son œuvre, je suis là pour vous parler d'Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, donc ce recueil de nouvelles qui est sorti il y a pas très longtemps. Et je suis un petit peu
perplexe, dans le sens où c'est toujours aussi bien écrit, mais c'est beaucoup plus tranquille. C'est moins viscéral, on sent moins... Enfin, ça reste des histoires d'horreur, hein, donc je vais pas enlever la violence qui transparaît de ces textes. Il y a aussi des considérations sociales quand même, elle parle beaucoup de la situation politique, économique en Argentine, mais il y a des choses qui m'ont paru... Enfin, je sais pas, ça m'a paru beaucoup plus aseptisé par rapport à ses anciens écrits. Je suis un peu moins convaincue en fait par ce recueil. Du coup, il est peut-être un peu plus simple pour les personnes qui n'aiment pas trop l'horreur et qui ont du mal et qui ont peur d'avoir peur, parce qu'il est beaucoup plus doux dans cette horreur, même si, bon, je sais pas si on peut vraiment dire qu'une horreur peut être douce, mais je l'ai trouvé quand même moins violent et moins... Enfin, je sais que dans ces anciens recueils de nouvelles, il y a vraiment des nouvelles qui m'ont soulevé le cœur, et je vous dis, c'était une réaction physique. Là, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé qu'il y avait moins de cohérence aussi entre les nouvelles, à part ce fil conducteur d'avoir des fantômes dans chacune. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus une énorme déception, c'est une lecture qui était agréable, enfin j'ai bien aimé, j'ai pas vu d'objectif particulier à chacune de ces nouvelles, et je pense que c'est peut-être ça qui m'a un petit peu gênée, là où ces anciennes avaient pour moi quelque chose de plus... Je répète le terme, mais ouais, c'était quelque chose de plus profond en fait. Là, j'ai trouvé ça un tout petit peu plus superficiel, mais c'est peut-être que ma sensibilité. Ça reste du Mariana Enriquez, donc ça reste très bien à lire, et je pense que du coup, ça peut être pas mal pour commencer à découvrir son univers si vous le connaissez pas, parce que c'est une entrée dans le bain qui est beaucoup plus douce. Si vous lisez Ce que nous avons perdu dans le feu, il y a franchement des nouvelles qui sont horribles, et je pense que si le genre de l'horreur n'est pas quelque chose qui vous correspond, ou si vous n'en avez pas l'habitude, ça peut être vraiment une très très grosse marche à franchir. Mais là, avec Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, je pense qu'il y a du potentiel, on voit un petit peu, elle découpe un petit peu son univers, mais en fait elle nous le... Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu caché derrière un voile, et c'est ça qui m'embête un tout petit peu avec l'autrice, mais ça reste un bon livre, donc si ça vous tente, il faut pas hésiter. Le seul truc que je peux reprocher à ce livre, c'est de l'édition. Il n'y a pas à écrire des... C'est quoi ces marges? Enfin... Le texte, il est tout petit. Ça, j'avoue, j'ai un peu de mal. J'aurais peut-être préféré que ce soit édité différemment. C'est pas un deal breaker, mais enfin, c'est pas quelque chose qui me fait empêcher d'apprécier ma lecture. Mais enfin, ça fait... Ils ont pas peur des... Enfin... On est censé faire des économies de papier, hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je suis très contente. Ça se passe très bien pour l'instant. Je dis ça alors que j'ai même pas affronté la moitié du défi, mais on prend les victoires là où elles sont. Pour l'instant, de très bonnes lectures. En plus, je suis assez contente. Du coup, demain, je vais avoir une grosse journée de prévue. J'ai pas mal de choses à faire, et j'ai surtout un voyage en train. Donc, je vais profiter de ce voyage en train pour lire. J'espère que ce sera suffisant, parce que je compte un peu dessus, pour commencer et finir Sous les strates de Lou Ève, qui est donc un roman d'autofiction sur la construction d'une enfant adoptée entre sa mère biologique et sa mère adoptée. Enfin voilà, ça a l'air d'être vraiment très intéressant. J'avais vu une interview en plus, enfin une intervention de l'autrice au Festival Dangereuse Lectrice, et j'avais trouvé ça très pertinent. Donc c'est d'ailleurs juste après que j'ai acheté son livre, il me semble, sur le stand de la librairie. Donc voilà, c'est ma lecture pour demain. Mais là, je vais sortir Jaya et je vais foncer parce que je vais au cinéma ce soir. Donc, c'en est fini pour aujourd'hui, et moi je vous dis à demain. Bon, je reviens de Paris, il est 9 h du matin, je suis un petit peu fatiguée, je pense que ça se voit. J'ai pas beaucoup dormi, le concert c'était très très bien, franchement génial, je suis très contente d'y être allée. C'était vraiment trop top. Miguel était... Enfin, c'est un mec qu'il faut voir en concert, vraiment il s'est donné à fond. La salle c'était à l'Olympia, donc c'était très cool aussi.
le public était chouette et tout, enfin bref, c'était vraiment trop bien. Donc aucun regret, no regrets. Et du coup, dans le train à l'aller, j'ai commencé sous les strates de Lou Ève, mais j'avais un peu zappé que je suis malade en train. Donc, à la page 85, j'ai abandonné, je vous avoue, je me sentais pas bien, donc je me suis dit, on va arrêter de pousser. Et j'ai pas eu le temps de le finir, puisque bah, après, il y a eu le concert et tout ça. Et ce matin, je vous avoue, le train piquait un peu, j'ai pas beaucoup dormi, vraiment pas beaucoup, genre 3 heures. Et du coup, j'ai un petit peu comaté dans le train. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de finir ce livre, puisque je suis officiellement en retard sur l'emploi du temps que j'avais prévu. Donc je finis ce livre, et ensuite je lirai le livre que j'avais prévu pour aujourd'hui. Donc ça va me faire 2 livres à lire en une seule journée. On verra ce que ça donne. Il n'est pas interdit que je me tape une jolie sieste aussi entre-temps, mais pour l'instant, je vais lire et je reviens vous dire ce que j'en pense après. Ce vlog est si chaotique. Donc on est mercredi. J'ai bien terminé Sous les strates hier. Je l'ai terminé en pleurant d'ailleurs. Et en fait, avec beaucoup d'optimisme, je pensais pouvoir vous en parler après mon rendez-vous chez le dentiste. Sauf que j'ai subi une anesthésie locale. Donc celles et ceux qui ont déjà subi une anesthésie locale, je pense que vous ricanez derrière votre écran. Pour les autres qui ne savent pas, je vous fais un petit spoiler. En fait, une anesthésie, ça vient anesthésier, le mot est là, donc rendre insensible une partie de votre bouche. Mais en la rendant insensible, ça rend aussi les mouvements musculaires impossibles. Parce qu'en fait, vous allez, petit instant scientifique, vous allez entourer en fait les gaines des nerfs et le message ne peut plus passer. Bref, tout ça pour vous dire que le résultat, c'est que j'avais une moitié de la bouche qui ne pouvait plus fonctionner hier soir, et donc je ne pouvais pas vous faire mon retour en vidéo, d'autant que alors c'est censé partir en 2-3 heures, selon les gens, sauf que moi ça a duré jusqu'à 22 heures. Donc bon, bref. Il était trop tard pour vous faire un retour, donc c'est maintenant que je vous fais un retour de Sous les strates de Lou Ève, qui est un roman qui fait, enfin une autofiction, qui fait un peu moins de 250 pages. C'est très court. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Linh, qui est d'origine vietnamienne et qui a été adoptée par un couple de Français dans les années 2000. Elle grandit dans les années 2000 dans le sud de la France. Et en fait, l'autrice a fait le choix de découper cette autofiction en 3 parties, enfin en 3 points de vue. Elle va parler du point de vue de Linh, évidemment, qui est donc à la première personne, mais elle va aussi parler du point de vue de Françoise, qui est donc la mère adoptive, et de Minh, qui est la mère biologique. Et là, donc, ces 2 points de vue se font plutôt à la 3e personne, et elle va donc essayer de comprendre un petit peu les mécanismes qui ont mené à cette adoption, notamment du côté de Minh, la situation dans laquelle elle était et comment, voilà, qu'est-ce qui l'a poussée en fait à faire adopter son enfant. La situation de Françoise aussi, pourquoi se tourner vers l'adoption internationale, et du coup, bah, qu'est-ce que ça implique pour Linh, qui grandit donc dans un environnement assez hostile, puisqu'elle a beaucoup de remarques racistes dès son plus jeune âge. Elle est un peu perdue, elle sait pas trop où elle se situe dans le monde, et j'ai trouvé ça très touchant. Linh est une petite fille qui grandit, qui se politise, qui va faire l'expérience de pas mal de choses, qui va découvrir beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui vont la faire grandir et évoluer. Elle va aussi découvrir qu'elle est lesbienne, et en fait ça fait partie un peu de sa quête d'identité au total, et c'était vachement intéressant, c'était vachement bien. La plume, je crois que c'est ce qui m'a impressionnée, c'est que la plume elle est d'un côté très factuelle, mais de l'autre elle arrive à quand même conjuguer des émotions et à convoquer des images que je trouve très fortes. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit, c'est simple mais c'est trompeur dans sa simplicité, parce que c'est pas simpliste, c'est juste simple, ça va droit au but, mais ça réussit à convoquer les bonnes images. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très fort. J'ai trouvé ça très, très bien amené, avec beaucoup de justesse aussi du côté de la mère adoptive et de la mère biologique. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses très très intéressantes. Ça m'aurait presque donné envie d'en avoir plus en fait, que ce soit plus long, que ça prenne plus le temps.
Et alors ça c'est un truc auquel je m'attendais absolument pas, mais je suis rentrée vachement en résonance avec l'autrice, notamment sur ses jeunes années. Parce que, alors on est bien d'accord, j'ai absolument jamais subi de racisme. J'ai grandi en France, je suis blanche, j'ai pas été adoptée à l'international. Par contre, j'ai un père adoptif qui n'était pas une bonne personne. Mais bon, ça c'est pas le sujet, c'est un sujet pour un autre jour, ou pour ma psy. Voilà, c'est pas forcément ce dont j'ai envie de parler maintenant. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui du coup correspondaient à mon expérience de petite fille, notamment sur le perfectionnisme, faire en sorte d'être parfaite pour pouvoir être aimée, pour pas qu'on vous abandonne. Donc ça, c'était assez présent. J'ai aussi été très touchée par cette sensation d'étrangeté, dans le sens où on n'est jamais à sa place. Et là, je pense que c'est plutôt, alors pour le coup, c'est vraiment pas le racisme, mais c'est plutôt peut-être une neurodivergence. Je suis un petit peu dans un processus pour essayer d'apprendre à comprendre un peu mieux ce genre de choses me concernant, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a quand même pas mal de petits trucs qui faisaient résonance en moi sur ce récit, notamment voilà, sur le fait de pas se sentir à sa place, de jamais savoir où est-ce qu'on se situe, d'être blessée par rapport à son rapport aux autres, d'essayer d'être parfaite et de se mettre énormément de pression pour justement faire en sorte que on ne vous rejette pas, penser que le conflit peut être une source de rejet aussi. Bref, c'est un tout petit livre qui contient tellement de choses. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. J'aurais presque aimé en lire le double parce que c'était vraiment très intéressant. Ça tombe jamais dans le pathos non plus. C'est une histoire d'acceptation plutôt que de guérison. Et j'ai trouvé ça très, très juste. Donc voilà, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas. Si ça vous intéresse comme sujet, faut vraiment pas hésiter. J'avais vu en plus l'autrice dans une intervention et en fait je comprends d'autant mieux les propos qu'elle a pu tenir dans cette intervention et la place qu'elle avait en fait dans cette intervention grâce à ce livre. Donc vraiment très chouette. Et du coup, j'ai réfléchi parce que ça m'arrive et en fait je me suis rendu compte que pour moi lundi c'est un petit peu une journée blanche dans le sens où c'est une journée pendant laquelle j'ai pas énormément lu. J'avais vraiment la tête ailleurs, j'avais pas mal de choses à faire, il y avait le concert, etc. Donc ça m'a pris beaucoup d'espace mental. Et j'étais un peu déçue d'être en retard sur l'objectif que je m'étais fixé. Et après je me suis dit, mais en fait c'est moi qui décide c'est quoi mon objectif et comment je le mets en place. Donc j'ai décidé que j'efface lundi. Donc lundi ne fait plus partie du challenge. Donc j'ai samedi en jour 1, dimanche en jour 2, mardi en jour 3. Et on est mercredi, c'est le jour 4. Et donc pour le jour 4, je vais lire Les Ghettos du Gotha de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot, qui sont des sociologues qui sont assez connus, qui ont surtout travaillé sur la grande bourgeoisie. Donc c'est un essai sociologique, ça me fait un peu peur. Il me semble que c'est accessible, donc ça devrait être facile à lire. Il fait 300 pages, un truc comme ça. Et du coup, je vais me lancer là-dedans. Donc j'espère le finir aujourd'hui, en sachant que là, il est midi à l'heure à laquelle je vous parle. Enfin, un peu plus de midi. J'ai mangé, bref, on s'en fiche. Je dois faire quelques corrections sur mon site internet parce que je laisse traîner ça depuis trop longtemps, il faut que je les fasse maintenant. Et j'ai un rendez-vous cet après-midi pour ma recherche d'emploi, donc je peux vraiment pas passer à côté. Mais, en dehors de ça, j'ai rien de prévu à part lire. J'ai rien de prévu, bah si j'ai des choses de prévues, mais bon bref, je vais pouvoir lire et du coup j'espère le terminer aujourd'hui. Si jamais je le finis trop tard, on se reverra demain, mais sinon on se reverra dans quelques heures. Bon, évidemment, j'ai fait 50 000 trucs et j'ai pas pris le temps de lire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le commence maintenant. J'espère bien avancer. Honnêtement, je pense que on va être réaliste. Je suis pas sûre de le finir ce soir. Est-ce que c'est grave? Non. C'est l'idée, c'était vraiment juste de
diminuer ma pile à lire de manière un peu ludique. Donc si j'arrive pas à le terminer, c'est pas très grave, je le terminerai demain. Et peut-être que la prochaine fois, je prendrai un défi plus facile à relever. Parce que ça fait deux défis d'affilée où j'ai un peu de mal quand même. C'est pas grave. Du coup, je me lance. Là, il est 20h. Mon repas est en train de cuire. Je n'ai rien à faire. C'est bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, je lis. Demain, ma journée est beaucoup plus légère. Donc, j'aurai le temps de lire aussi. Et de faire quelques petits autres trucs parce que sinon c'est pas drôle. Et du coup, allez, j'arrête de tergiverser, je me lance. Ce qui est drôle avec cette nouvelle coupe, c'est que chaque jour j'ai une tête différente. Donc je reviens vous parler des Ghettos du Gotha de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Donc c'est une étude sociologique, une enquête sociologique sur la grande bourgeoisie et notamment les espaces qu'elle occupe, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Les chiffres sont de 2006-2007, donc ça a 20 ans. Et le truc qui m'a particulièrement choquée, c'est qu'à un moment donné, ils parlent de la fortune de Bernard Arnault et ils disent qu'elle est à 17 milliards d'euros, enfin oui, d'euros à l'époque. Je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, je crois qu'elle est à 170 milliards ou un truc comme ça. C'est énorme. En 20 ans, c'est... Il a multiplié par 10 son patrimoine. Bref, voilà, si vous avez envie de brûler des choses, c'est maintenant. Ce qui m'a vachement intéressée dans cet essai, c'est qu'en fait, il montre une image des cercles de la bourgeoisie qu'on a peut-être un peu de mal à apprivoiser quand on n'est pas de ce milieu-là, parce que tout est fait justement pour être caché. Donc il y a cette idée un petit peu dans les milieux populaires que y a une espèce de théorie du complot, comme quoi les dirigeants de ce monde sont tous réunis dans des cercles. Bah, c'est pas vraiment un complot parce que c'est la réalité. Après, il n'y a pas besoin de complot parce que justement, c'est la réalité. Des gens qui sont regroupés dans des cercles, en fait, c'est un entre-soi communautaire et séparatiste. Et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'on a tendance à reprocher aux populations immigrées ou aux populations populaires de se regrouper ensemble et de faire du séparatisme, alors qu'en fait, les premiers à le faire, bah, c'est les grands bourgeois. Donc ça nous parle de certains cercles, et ça donne beaucoup de noms de gens que je connais absolument pas, mais en même temps c'est assez logique, je fais pas partie du milieu. Mais du coup c'est assez impressionnant de voir à quel point ça peut s'étendre. Tout est lié en fait. Il y a une image que je trouve très, très juste, c'est qu'à un moment donné ils disent que si vous commencez à tirer sur la pelote, tout vient ensemble, parce qu'en fait c'est tellement les connexions entre la politique, entre les cercles justement d'influence, entre les grandes familles sont tellement liées que, enfin c'est tellement intriqué que en fait c'est impossible d'identifier où est le début, où est la fin. Donc ça c'est assez perturbant. Il y avait des choses que j'ai trouvées assez intéressantes aussi parce que alors évidemment ça nous parle de ces entre-soi communautaires, sans forcément blâmer. C'est vraiment pour expliquer en fait le terrain de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie. Et il y a un moment donné où il parle du fait que la grande bourgeoisie réussit en fait à avoir une bonne image auprès du public parce que ils ont mis en place des stratégies de conservation du patrimoine qui semblent complètement de bon sens. Donc la grande bourgeoisie se retrouve dans des situations où en fait elles vont défendre leurs propres intérêts, puisque souvent c'est elles qui possèdent par héritage les monuments historiques, les châteaux, les grands parcs, les zones côtières, ce genre de choses. Et en fait, dans l'intérêt de ces
monuments de cet héritage, ils vont faire en sorte de les conserver, mais c'est aussi un intérêt national, culturel, public finalement, puisque ça fait partie de l'histoire de toute une nation, de tout un peuple. Et du coup, c'est comme ça en fait qu'ils arrivent à redorer leur blason. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que c'est vrai que du coup, je pense que ça peut amener une réflexion sur le fait que les riches sont utiles. et bref, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais en même temps très révoltant, parce que du coup, ça veut dire quand même que la plupart de ces héritages sont possédés par quelques-uns et pas par tout le monde. Il y a notamment un passage qui m'a vraiment énervée sur le fait qu'il y a eu une espèce de mode chez les grands propriétaires fonciers, notamment sur les côtes de Bretagne et d'ailleurs, puisque la France est blindée de côtes, qui en fait se sont mis à vendre les sentiers côtiers, à les donner à une organisation de conservation. Et en fait, l'Institut de conservation d'ailleurs, je crois que c'est le terme exact, et en fait, ils se congratulent de ça, en mode « Ah, vous rendez compte, moi j'ai donné quand même 3 km de sentiers côtiers. » Il y a personne qui leur a dit que c'était complètement indécent de posséder 3 km de sentiers côtiers, passons. Et en fait, dans l'idée, c'était pour préserver en fait ces sentiers des malversations qu'ils peuvent avoir pendant les héritages, parce que potentiellement il peut y avoir des soucis entre les héritiers, il peut y avoir des soucis de transmission, etc. On ne sait jamais si vos enfants vont faire en sorte de garder le patrimoine ou s'ils vont le dilapider. Donc il y avait cette volonté d'aller au-delà en fait des limites de la transmission, et il y avait aussi cette idée que ça coûte cher à entretenir, ça coûte cher à sécuriser, parce que vous vous rendez compte que monsieur et madame tout le monde sont vraiment des goujats, puisqu'ils vont pique-niquer sur les sentiers côtiers. Et du coup, l'idée c'était de donner en fait les titres à l'Institut de conservation pour qu'en fait, eux, ils puissent mettre en place de la sécurité en termes publics, donc des gendarmes, des amendes, ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'était un espèce de double effet. Et ce qui a été retenu par le public, c'est que c'est bien d'avoir fait en sorte que le littoral revienne à tout le monde, puisque ça devrait faire partie du patrimoine vraiment de chacun et de chacune. Et du coup, ils ont réussi à tourner les choses en redorant en fait leur blason, tout en tirant des bénéfices. Et en fait, c'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font dans toutes leurs actions, dans tout leur parce qu'ils se regroupent du coup en clubs qui sont très très fermés, qui sont fermés par cooptation. Il suffit pas d'être riche pour y rentrer. En général, il faut avoir de la famille, il faut avoir un pédigré. Et ces clubs-là ont différents buts. Parfois, c'est de la conservation du patrimoine, parfois, c'est juste pour les relations. Et en fait, c'est ce tissu social qui est vachement important et qui fait tout le cœur de la grande bourgeoisie, parce que c'est ça en fait qui leur permet d'être en contact avec les gens qui font de la politique, qui sont souvent eux-mêmes intégrés à ces espèces de cercles en fait, puisque ils font leurs études aux mêmes endroits, toutes les familles sont reliées, donc c'est vachement perturbant de voir à quel point c'est profond comme système, à quel point c'est ancré, et c'est un peu rageant. Et en fait, moi je ressors de là avec un peu de perplexité, parce que d'un côté, oui, effectivement, c'est très bien qu'on puisse conserver le patrimoine. Il y a des gros efforts qui ont été faits notamment sur la ville de Paris pour essayer de conserver des éléments historiques et éviter de les dénaturer en démolissant, en construisant des autoroutes, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, c'est réservé qu'à une partie de la population. Il y a par exemple le cas de Neuilly sur Seine qui est vraiment très très étudié dans cet essai. On montre que Neuilly fait en sorte d'être un ghetto, mais un ghetto pour les riches. Donc tout ce qui concerne les choses qui sont moins esthétiques, les populations qui sont plus précaires, elles sont boutées hors de Neuilly. Il y a des choses aussi sur des parcs régionaux qui ont été mis en place. Bizarrement, dans ces parcs régionaux, la plupart des communes qui en font partie
accueillent à titre de résidence des grands bourgeois, qui ont donc des monuments classés. Et en fait, ces mêmes parcs régionaux vont faire en sorte de ne pas accueillir certaines zones, donc notamment des parcs HLM par exemple, alors que potentiellement la commune est sur le territoire. Enfin, c'est très imbriqué, c'est très intriqué, c'est très perturbant de voir à quel point des riches qu'on nous vend souvent dans les médias comme des gens qui ont du mérite, qui ont tout créé à partir de rien. En fait, non, c'est des gens qui ont un tissu social qui est très important, qui ont un communautarisme qui est très important. Ils font les choses entre eux, ils s'organisent en fait. Ils ont vraiment une organisation qui est rodée, qui est internationale même maintenant. C'est des gens qui se connaissent entre eux, qui savent à qui il faut faire appel quand ils veulent faire passer des choses ou obtenir des choses. Et en fait, nous, on nous vend ça comme « Ah non, mais ils ont travaillé, vous vous rendez pas compte, Bernard Arnault, s'il n'y avait pas lui, il n'y aurait pas de boulot en France. » C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que c'est vraiment... Ils ont la main mise sur des patrimoines qui sont inaccessibles aux populations plus, comment dire, modestes et encore plus aux populations précaires. Et en fait, c'est cette mythologie qu'on a autour de la grande bourgeoisie qu'il est important de démanteler. Et c'est pour ça qu'en fait, le travail des Pinsons Charlot est vraiment très très important, parce que c'est eux qui nous disent on peut pas démanteler quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne peut pas être critique sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est pour ça qu'eux, ils ont décidé de faire ce travail sur ce groupe, sur cette population. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'était vraiment... ça sortait un peu du cadre de ce que j'ai l'habitude d'étudier. Je vous avoue que j'ai comme tout le monde eu une petite fascination pour la grande bourgeoisie, mais ça m'est pas resté longtemps parce que c'est un monde qui est tellement éloigné qu'à un moment donné, flemme. Et en fait, voilà, ça met à jour un petit peu mon circuit neuronal. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça remet en perspective pas mal de choses et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc si jamais vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, c'est accessible. La plume est vraiment pas compliquée, c'est pas du Bourdieu. C'est beaucoup de chiffres, beaucoup de noms, donc parfois, j'avoue, c'était un petit peu lassant, mais ça reste très intéressant et du coup, voilà, je le conseille. Et donc pour ce dernier jour, je vais me lancer dans ma dernière lecture. Alors là, je triche un peu. Mais en fait, c'est une motivation pour terminer. C'est les poèmes choisis de Renée Vivien, qui était du coup une poétesse lesbienne. Et en fait, vous le voyez peut-être à la caméra, j'essaie de voir si je peux faire le point. Je l'ai commencé. En fait, je l'ai commencé en 2025. Et la poésie, c'est pas mon truc, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et je pense qu'en plus, un recueil de poèmes, ça se lit pas d'une seule traite. Je dis ça et je vais essayer de le finir d'une seule traite, donc comme quoi j'aime bien être hypocrite. Mais du coup, je pense que j'ai envie de le finir parce que j'ai envie de lui donner sa chance, parce que c'est de la poésie lesbienne, parce que voilà, il y a pas mal de choses qui... Jusque-là, dans ce que j'ai lu, il n'y a rien qui m'a énormément marqué, mais il y a une ambiance. Et du coup, j'ai envie de me mettre au défi de le finir pour qu'il sorte enfin de ma pile à lire. Et du coup, je vais me concentrer là-dessus cet après-midi, enfin aujourd'hui. Et en fait, ouais, cet après-midi, parce qu'il est déjà 1h, en sachant que j'ai un rendez-vous, j'ai un appel téléphonique pour un boulot. Encore, c'est pas le même que la dernière fois. Et en fait, j'ai que ça de prévu aujourd'hui. Ouais, j'ai que ça de prévu. Donc, je vais me lancer dans cette lecture. Je vais remplir mon carnet parce que je suis vachement en retard sur mon carnet aussi. Ça commence à péricliter. Je suis vachement en retard sur mon carnet, donc je vais remplir mon carnet. Je vais lire. Il faudra que je fasse le ménage aussi. Mais ça, en fait, vous vous en fichez. Je vous retrouve à la fin de ma lecture. Bon, je viens vous faire un point sur Poèmes choisis de Renée Vivien. Sans surprise, j'abandonne. J'ai essayé, vraiment essayé. Je me suis mise à plusieurs reprises hier soir et hier après-midi.
J'ai vraiment essayé de... Voilà, je lisais les poèmes les uns après les autres, j'essayais même de les lire à haute voix. Mais en fait, j'accroche pas. La poésie, c'est pas du tout mon truc, et encore moins la poésie classique, parce que pour moi, ouais, ça se classe dans la poésie classique, dans le sens où on a beaucoup de... Alors ça répond aux règles qu'on a pu étudier à l'école, avec un rythme dans les vers. Je me connais pas du tout en poésie, donc je suis désolée, j'ai pas le vocabulaire. Mais voilà, vous avez des patterns, enfin des schémas dans les vers. Il y a beaucoup d'images qui sont liées à la mythologie. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu avec ces poèmes classiques, c'est que c'est tout le temps des images très obscures. C'est à qui trouvera la référence la plus confidentielle, entre guillemets. Voilà, c'est des choses qui, moi, me plaisent pas trop. Pourtant, j'ai fait du latin hein, pendant 7 ans, de la 6e à la terminale. J'ai mangé de la mythologie, j'adorais ça. Mais je sais pas, dans la poésie classique, ça a tendance à m'énerver. Euh, voilà, ça me parle pas. Donc j'ai abandonné en me disant que ça fait partie aussi du jeu. J'ai quand même lu une bonne partie du recueil, donc c'est pas si mal. Je vais pas me débarrasser de ce recueil parce que peut-être que dans quelques années, je verrai ça d'une autre manière. Peut-être que à la retraite, ça me plaira un peu plus. Et puis je pense que c'est bien aussi de laisser une place aux femmes artistes et poétesses et écrivaines dans nos bibliothèques. Donc rien que pour ça, je pense que je vais garder ce recueil. Mais ça n'a pas été un succès. Du coup, c'est ce qui conclut ce challenge de 5 jours, 5 livres, 5 formats. Je suis plutôt contente parce que, mine de rien, j'ai réussi à faire un joli trou dans ma pile à lire et c'était un peu le but. C'était cool aussi de pouvoir voir différents formats en si peu de temps. Ça permet de ne pas rester reposé sur ses lauriers. Et ouais, j'ai fait des bonnes lectures. Enfin, honnêtement, c'était plutôt des bons choix, donc je suis plutôt contente. Ça veut dire aussi, je pense, que le tri que j'ai fait dans ma pile à lire est assez pertinent, puisque là, il me reste vraiment que les titres que j'ai envie de lire, et du coup, ben, c'est potentiellement ceux qui vont me plaire un peu plus. Bon, à part Poème choisi, mais il avait un statut un peu à part. Et du coup, voilà, moi je vous dis à dans un mois. Il n'y aura pas de vidéo dans 15 jours parce que là je vous prépare une grosse vidéo pour fin mai. Du coup j'ai besoin d'un peu de temps, donc je ne filmerai pas dans 15 jours, je vous filmerai juste une vidéo pour la fin du mois de mai. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous.